Stockholm, 10 décembre 1957. Dans quelques minutes, devant la famille royale de Suède, sera remis le prix Nobel de littérature. L'Assemblée attend le lauréat, un des plus jeunes de l'histoire. Il n'a que 44 ans. Il s'appelle Albert Camus. Au commencement, il y a un gosse, ébloui par la Méditerranée, l'été sans fin. Quel chemin pour cet exilé, ce petit Français d'Algérie, né dans un quartier misérable, dans une famille qui ne sait ni lire ni écrire. Ce jour-là, il pense à sa maman, qui n'a jamais quitté l'Algérie. À Stockholm, sa femme Francine est à ses côtés, elle qui a si souvent été dans l'ombre d'autres femmes. Maman nous a dit, et vous savez, avec votre père, je regrette rien, parce que ça n'a jamais été médiocre. Derrière le smoking se cache un homme qui déteste les mondanités, les interviews, et n'est jamais aussi heureux que sur un stade de foot. Un homme généreux mais déterminé, qui ne renonce jamais à un instant de bonheur. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Camus est un des auteurs français les plus lus dans le monde. Chaque génération se l'approprie. Du groupe rock The Cure à Patti Smith, des auteurs de BD aux street artistes. Il est branché, il est cool, il est de son temps, il est de maintenant, et ça c'est fabuleux. C'est quelqu'un qui vous donne le goût de la vie sans jamais vous mentir ni vous rassurer. Camus s'est révolté contre tous les totalitarismes et aujourd'hui, sa voix porte plus que jamais. À travers le monde, les défenseurs de la liberté le citent en modèle. Son histoire commence de l'autre côté de la Méditerranée. À cette époque, l'Algérie, c'est la France. Depuis 1830, des centaines de milliers d'immigrés venant de régions pauvres de France, d'Espagne et d'Italie sont venus sur cette terre d'Afrique s'inventer un avenir. La nuit du 7 novembre 1913, l'orage gronde. C'est dans cette ferme, sans sage-femme ni médecin, que le petit Albert voit le jour. Sa mère, Catherine Camus, est originaire d'une famille espagnole. Son père, Lucien, est ouvrier agricole. La terre est pauvre, le paludisme règne. 8 mois après la naissance d'Albert, la Première Guerre mondiale éclate. Lucien Camus traverse pour la première fois la Méditerranée. Il part se battre sur une terre froide et inconnue. Après 2 jours de combat, il prend un éclat d'obus dans la tête. Sur son lit d'hôpital, il écrit à sa femme « Je suis blessé, ce n'est rien, ton mari ». Il meurt 1 semaine plus tard. Camus n'oubliera jamais cette leçon de courage. Sans ressources, Catherine Camus s'installe avec Albert et son frère chez sa mère à Alger,
Ils vivent rue de Lyon, dans le quartier très populaire de Bellecour. C'est des gens pauvres, quoi. C'est l'équivalent d'une cité. Et ben tout de suite, ça match avec un gamin qui vient de nos cités aujourd'hui et cette figure-là, qui grandit dans un environnement presque similaire. Et ben tout d'un coup, on se dit, OK, c'est l'un des nôtres. La mère d'Albert est femme de ménage. Presque sourde, elle est aussi douce qu'effacée. C'est une femme qui a beaucoup souffert, mais qui a souffert de manière digne et silencieuse. C'est une femme d'ailleurs qui a été entourée par le silence et qui, en un sens, peut-être se définit par le silence, puisqu'elle parlait très peu. Elle avait l'habitude, lorsqu'elle rentrait du travail, de prendre sa chaise, d'aller sur le balcon, de s'asseoir et de contempler l'horizon sans parler. Cette relation est très touchante parce qu'on voit bien tout l'amour que Camus a pour cette mère et avec qui il est difficile de parler. À Bellecour, les Camus vivent sans eau ni électricité. C'est la grand-mère qui gère le foyer, d'une main de fer. Chaque sou compte. Albert n'a qu'une tenue pour la ville, mais elle est toujours impeccable. Chez eux, il n'y a pas un livre. Et on ne parle pas de Dieu à la maison. La grand-mère dit d'un mort, en voilà un qui ne pètera plus. La vie quotidienne est dure, mais il n'y a jamais chez Camus ni ressentiment, ni misérabilisme. Il écrit « Seul moi et mes défauts sommes responsables, et non le monde où je suis né. » Il restera toujours nostalgique de cette jeunesse. Un monde où, pour Albert, les plus grands plaisirs ne coûtent rien. Les délices des bains de mer. Les sensations du sel, du sable sur la peau. Albert jouit de l'instant présent. C'est sa force et elle l'habitera toute sa vie. Camus, c'était une force de la nature, c'était une boule d'énergie. Il adorait courir, marcher, se promener, se baigner. Autre plaisir gratuit, les parties de foot avec les copains. Quand on joue, que l'on soit fils de femme de ménage ou de notaire, tous les enfants sont égaux. Vous avez joué goal, je crois. Oui, j'étais goal au Racing universitaire algérois qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris. Le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Camus est le gardien. Et il est concrètement gardien de but, mais dans son approche des choses, c'est quand même quelqu'un qui protège et qui est gardien de valeurs, gardien d'une vision du monde, finalement gardien d'humanité en fait. Je n'ai connu que dans les sports d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. L'école de la République peut changer une vie. Lorsqu'il entre en primaire, le petit Albert n'a aucune instruction. C'est là qu'il rencontre un instituteur exceptionnel, Louis Germain, l'homme à qui il devra tout. Ce professeur décèle chez Albert des dons, une sensibilité unique. Monsieur Germain, c'est quelqu'un qui a ouvert Camus à la littérature et au monde. Et il a très vite remarqué que Albert n'était pas un enfant comme les autres, qu'il avait une curiosité, une intelligence, une finesse d'esprit qui était assez exceptionnelle pour son âge. Il se rend compte que cet enfant est particulier. Et il faut en faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et donc il pousse cet enfant, il va le chercher cet enfant. Le jeune Camus, poussé par Monsieur Germain, est en tête de classe. À la remise des prix, Moustique, comme le surnomme son instituteur, à cause de sa petite taille, est le premier à monter sur l'estrade. Sa maman, Mémé d'Alger, n'est pas peu fière. Et Mémé, d'ailleurs, elle dit toujours il a la tête. Albert, il a la tête.
Albert est un excellent élève. Pourtant, pour sa grand-mère, pas question qu'il poursuive des études secondaires. Il a l'âge de ramener un petit salaire. Mais pour Monsieur Germain, il doit tenter le concours de boursier. L'instituteur vient 2 fois rue de Lyon. Il insiste et finit par convaincre la grand-mère. Camus obtient la bourse et entre au lycée Bugeaud d'Alger. Le premier jour, Albert, comme ses camarades, doit remplir une fiche. Pour profession de la mère, il écrit « ménagère ». Son voisin le reprend. « Ta mère travaille chez les autres. Elle est domestique, pas ménagère. » Je pense qu'au lycée, il n'y avait pas beaucoup, peut-être pas tant que ça, d'enfants, de femmes de ménage. Et donc, il a dû se sentir... Il dit « j'ai eu honte et j'ai eu honte d'avoir honte ». Camus est influencé par Jean Grenier, son professeur de philosophie, avec qui il entretiendra une longue amitié. Écrivain, Grenier l'initie aux grands penseurs. Nietzsche, qui apprend à vivre sans Dieu. Nietzsche, dont Camus gardera toute sa vie cette photo. Il se plonge aussi dans Kafka, Shakespeare, Dostoïevski, les stoïciens grecs. Très jeune, il sent qu'il porte une œuvre en lui. Albert dévore la vie. Mais un jour, en plein match de foot, il s'écroule. Il crache du sang. C'est la tuberculose. Camus, il n'a pas pris conscience de la mortalité en lisant un texte existentialiste ou en lisant Kierkegaard. Il a pris conscience de la mortalité en le regardant en face, en se disant « je suis en train de mourir là, je crache du sang, potentiellement je peux mourir ». Son poumon droit est gravement atteint. À l'époque, c'est une condamnation à mort. Il quitte Alger pour un séjour au sanatorium. Il sait que tout ça peut s'arrêter. Et comme il a conscience très tôt que tout ça peut s'arrêter, il veut vivre et il vit. Malgré la maladie, il obtient son diplôme universitaire de philosophie. Mais en 1935, à cause de la tuberculose, il doit renoncer au concours de l'agrégation. Camus est beau garçon, et il le sait. Il s'habille en dandy à la Bogart, ou en rebelle à la James Dean. Camus a du style. Camus est stylé. C'était un don Juan. Il passe ses week-ends sur les plages, aux alentours d'Alger. Se gorge de mer et de soleil. Les filles sont belles, Albert fait le beau. Il est drôle, physique, fait chavirer les cœurs. Elle s'appelle Christiane, Yvonne, Simone. Il dit « Pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup ?» Camus embrasse tout, amour, littérature, mais engagement politique aussi. Révolté par les inégalités, il veut agir. Dans ce milieu des années 30, le bouillonnement de l'histoire est intense. En Russie, les communistes promettent le bonheur pour tous. Une société sans classe. Sur les conseils de Jean Grenier, Camus s'engage au Parti communiste algérien en 1935. Sa motivation est claire, soutenir les opprimés algériens. Avec ses camarades, il fonde une troupe de théâtre. Écrit une pièce sur une révolte ouvrière en Espagne. Il soutient les républicains contre la dictature de Franco. Il dira « C'est en Espagne que ma génération a appris que l'on peut avoir raison et être vaincu. »
Il se méfie déjà des appareils politiques, n'est pas dupe de la propagande rouge. Et il comprend vite que Moscou se fiche des conditions de vie des Algériens. Camus n'a pu rester dans cette atmosphère irrespirable qu'une année. C'est-à-dire, il n'a pu vivre dans un lieu où on essayait de penser à sa place que pendant une année. L'engagement communiste de Camus est une façon d'être vacciné contre le communisme, mais je crois que le vaccin était déjà inoculé. En 1937, il quitte le Parti communiste. Sa conscience politique s'affûte, sa plume aussi. Il publie L'Envers et l'Endroit en 1937. Une déclaration d'amour pudique à sa mère, il dira « Pardonne ton fils d'avoir fui le silence de ta vérité ». Il écrit aussi plusieurs nouvelles, Noces, L'été, une ode à cette lumière qui répand les richesses de la simplicité. J'attends longtemps. Parfois, je trébuche, je perds la main, la réussite me fuit. Qu'importe, je suis seul alors. Je me réveille ainsi dans la nuit, et à demi endormi, je crois entendre un bruit de vague, la respiration des eaux. Réveillé tout à fait, je reconnais le vent dans les feuillages. Je n'ai pas trop de tout mon art pour cacher ma détresse ou l'habiller à la mode. Albert écrit, mais il doit gagner sa vie. Son ami, l'écrivain Pascal Piat, qui dirige le quotidien Alger Républicain, l'engage comme journaliste. Camus va y défendre un journalisme qui offre une voix à ceux qui n'en ont pas. Une série d'articles va marquer l'histoire de la presse. En juin 1939, il part plusieurs semaines en immersion dans la région de Kabylie. Il dénonce l'exploitation coloniale et réclame le droit de vote pour tous. C'est une description assez clinique de la situation des Kabyles, à savoir l'absence d'écoles, l'absence d'hôpitaux, les enfants et les parents qui meurent de faim. Il écrit « J'ai vu à Tizi Ouzou des enfants en loques disputer à des chiens le contenu d'une poubelle. » Misère en Kabylie montre bien que s'il y a bien un occidental soucieux des douleurs qui lui sont épargnées, c'est lui. Et c'est même le premier à en parler. Mais l'aventure d'Alger Républicain tourne court. Interdit, le journal est rebaptisé « Le Soir Républicain ». Camus y publie un article sur la liberté de la presse. Il est censuré. À la veille de la guerre, il n'a plus ni travail, ni avenir en Algérie. 1939. Les bruits de bottes résonnent partout dans le monde. En Italie, le Duce chauffe à blanc les foules. Le Japon occupe la Chine. Hitler lance son offensive surprise sur la Pologne. Dans ce vacarme tragique, commence une période incertaine pour Camus. Il n'est pas mobilisable à cause de sa tuberculose. Il part en France rejoindre Pascal Piat au journal Paris Soir. Puis il revient en Algérie en 1941. C'est à cette époque que Camus épouse Francine Faure. Francine qu'il a connue à Oran avant la guerre. Elle est professeure, musicienne. À Oran, sans salaire fixe, Albert vit chez ses beaux-parents. Le moral n'est pas bon. Il a 27 ans et se vit comme un raté. Mais un livre va subitement le projeter dans la lumière. L'étranger. Ses premières lignes deviendront cultes. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'étranger, c'est l'histoire d'un homme simple, Meursault.
Il travaille, fait l'amour, se baigne, mais parle peu. Ne se plie pas aux codes sociaux. Il ne pleure pas le jour de l'enterrement de sa mère. Meursault, c'est quelqu'un qui ne joue pas le jeu. Dans un monde où tout le monde ment, eh ben lui, il dit la vérité. Il dit tout le temps la vérité, ce qu'il ressent, il le dit. Et d'une certaine manière, pour moi, Meursault, c'est le symbole absolu de l'honnêteté. Pour moi, Meursault est atteint de ce que j'appellerais la folie de la sincérité. Ce qui distingue ce personnage, c'est qu'il ne veut jamais dire plus qu'il ne sent. Plus tard, dans le roman, Meursault tue un Arabe sur la plage, sans raison ni regret. À son procès, les jurés le condamnent à mort davantage pour son apparente indifférence que pour le crime lui-même. Les jurés se rassurent en le diabolisant. C'est une scène qui décrit à la perfection la manière dont on a un besoin maladif de fabriquer des monstres. Mais dans un monde justement qui est un monde de juges, un monde où il faut qu'il y ait les coupables et les innocents, forcément il n'y a pas de place pour quelqu'un qui porte ce regard-là sur le monde. Camus envoie le manuscrit de L'Étranger aux éditions Gallimard à Paris. Pascal Piat et André Malraux en font l'éloge. Emballé, Gallimard le publie en 1942. L'Étranger deviendra l'un des romans les plus lus en France et à l'étranger. Camus, c'est Meursault, un rebelle épris de vérité. À partir des années 60, les marginaux, les libertaires et les rockers vont s'identifier à lui. Il a inspiré un titre des Cure. Patti Smith lui a dédié une chanson. Elle dit « Quand je veux être meilleur, je pense à Camus ». Camus s'affiche sur les murs. On le tague. On le dessine. On se le grave sur la peau. Il est devenu une figure iconique et c'est dans le Paris des années 40 que le pied noir exilé a commencé à sortir de l'ombre. Depuis 1943, Camus est lecteur chez Gallimard à Paris. Son épouse, Francine, le rejoint un an plus tard. Il est très proche de Michel Gallimard, avec qui sur ses images, il fait le pitre. Cette prestigieuse maison d'édition va devenir sa seconde famille. En zone occupée, les Français vivent sous le joug allemand. Certains collaborent, d'autres font le dos rond. Mais une petite minorité s'organise et résiste. Camus en fait partie. Il rejoint le journal clandestin Combat, un journal qui appelle à la résistance contre l'occupant. Y travailler, c'est risquer sa vie. Il y retrouve Pascal Piat. Pour tromper l'ennemi, il apparaît sous plusieurs identités. Camus, que l'on voit ici relire des articles, aime ce travail d'équipe, les bouclages nocturnes avec les typographes, les imprimeurs. Cette camaraderie, finalement, entre les hommes, cette camaraderie-là, c'est hyper important parce qu'il sait, lui, plus que les autres, qu'un individu, il n'existe pas seul comme ça, que c'est la connexion avec d'autres, qu'on fait partie d'un tout. C'est lui qui dit solitaire, mais solidaire. Cela s'appelle la camaraderie, je crois, qui a été une des grandes joies de ma vie. Très vite, il s'impose comme rédacteur en chef. Il dénonce la barbarie allemande en partant de faits concrets. Comme dans cet article. Pendant 3 heures, ils ont fusillé des Français.
Il y décrit en détail l'exécution de 86 prisonniers par les nazis, les corps troués, les visages éclatés. Il publie aussi, durant la guerre, 4 lettres à un ami allemand imaginaire. Il lui explique que les nazis vont perdre la guerre parce qu'ils sont aveuglés par la haine. Camus n'est pas pour autant pacifiste. Si la violence est toujours inacceptable, elle est parfois inévitable. C'est un texte où Camus annonce à son interlocuteur qu'il va le tuer si nécessaire, puisqu'il est en guerre contre lui, et en même temps qu'il refuse de le déshumaniser. Il débarrasse la guerre de la haine. C'est un homme sans haine qui parle à son ami allemand. La vie nous oblige. La vie nous oblige à l'écoute. La vie nous oblige au dialogue. La vie nous oblige au partage, etc., etc. Les mains tendues entre deux belligérants sont rares dans notre histoire récente. L'être à un ami allemand est un appel à la réconciliation, au dialogue entre les peuples et les individus. Relire les textes de Camus sur la violence, en fait, parfois, on a l'impression qu'il a écrit sur notre époque. Lorsqu'il traite de la difficulté que l'on a à dialoguer, parfois, on a l'impression qu'il a connu les réseaux sociaux. Moi, je me souviens de ce texte où il explique le mécanisme de la polémique. Il dit qu'elle consiste à simplifier l'adversaire et par conséquent à refuser de le voir. Et où il ajoute « celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard ». On a l'impression qu'il parle de Twitter. À la libération de Paris, Combat sort de la clandestinité. Camus en reste le rédacteur en chef. Il est l'une des plumes les plus aiguisées de cette après-guerre. Un des articles restera dans les annales. Nous sommes le 6 août 1945. Les Américains larguent une bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. Elle fera 240 000 morts. Camus est un des rares à anticiper la menace de l'apocalypse nucléaire. À l'époque, la grande majorité ne voit dans Hiroshima qu'un point final au conflit mondial. Ces hommes, nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu 20 ans au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires. Qui furent confrontés ensuite pour parfaire leur éducation à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Après la libération, Albert et Francine décident de rester à Paris. L'étranger est un succès, plus question de retourner à Oran. En 1945, naissent 2 jumeaux, Jean et Catherine. Les Camus sont fauchés, mais cet après-guerre est joyeux. Saint-Germain-des-Prés, à l'époque, c'est le lieu où les intellectuels, les artistes, la jeunesse refont le monde. On boit, on danse, on écoute du jazz. Bref, on revit. Dans les caves du quartier latin, Camus est copain avec Sartre, Beauvoir et tout le clan Gallimard. Il déjeune une fois par semaine avec Sartre, le pape de l'existentialisme, qui vient de publier L'être et le néant.
Les deux écrivains s'admirent. Camus a publié un article élogieux sur la nausée. Sartre, lui, écrit plus de 20 pages sur l'étranger. Camus admire l'incroyable machine intellectuelle de Sartre, mais l'homme aussi. Papa disait toujours, c'est le seul qui soit généreux. Enfin, c'était le seul paradin. Il mettait la main au portefeuille pour payer les pots. Avec papa, ils étaient deux. Hein. Ils étaient tous ronds comme des queues de pelle. Hein. Faut bien dire. Papa, il paraît qu'il partait avec un citron et complètement bourré, il traversait le pont. Il s'arrêtait sous la tour Eiffel et il disait à maman, on va regarder sa culotte. Camus est un rigolard. Tous ceux qui l'ont connu dans l'intimité racontent qu'il plaisantait sans cesse. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Les gens qui l'ont côtoyé le savent, que c'était un bon pote. On rigolait bien avec Camus. L'époque est à la déconnade. Un matin, Camus arrive au bureau avec un cocard sous ses lunettes. La veille, le grand écrivain Arthur Koestler, passablement imbibé, a voulu casser la gueule au philosophe Merleau-Ponty. Mais c'est Albert qui s'est pris le poing dans la figure. Une autre fois, à la terrasse du Flore, Camus voit Sartre qui baratine longuement une fille. Il lui demande « Mais pourquoi tu te donnes tant de mal ?» Sartre lui répond « Tu as vu, moi, la gueule que j'ai ?» Sartre admirait Camus pour deux choses. D'abord, Camus avait une meilleure descente que lui. Il tenait mieux l'alcool. Et puis, il avait plus de succès. Ou plus exactement, il n'avait pas besoin de déployer une sorte de génie vertigineux pour avoir du succès. Sartre, il est en mode Gainsbourg. Albert est naturellement séduisant et il soigne son look, son fameux style à la Bogart. Ses amis le savent, quand une jolie femme passe, Camus n'est plus avec eux. Et les flirts s'enchaînent. Mais une femme va rester. La comédienne espagnole Maria Casares. Camus la surnommera l'unique. Maria, rencontrée au théâtre durant la guerre. Quand ils ne se voient pas, ils s'écrivent plusieurs lettres par jour. Il y a une lettre de Maria où elle lui dit « Mais ils ne se sont pas vus depuis 3-4 jours, ce qui pour eux est une éternité. » Et elle lui dit « Mais je vais m'allonger, je ne vais plus bouger jusqu'à ce que tu reviennes. » Elle lui dit « Mais sauras-tu me réveiller, sauras-tu être mon prince charmant ?» C'est très familier avec Maria. C'est vraiment son âme sœur. Camus ne cache pas cette relation à Francine. Et bien sûr, les crises, les scènes sont nombreuses. Albert essaye de ménager sa femme sans céder sur ses désirs. C'est un grand vivant qui assume toutes les petites passions qui peuvent aussi être les siennes. Sa grandeur est là. C'est un humain, c'est un homme normal. C'est-à-dire qu'il était aussi capable d'égoïsme. C'est pas un saint. C'est pas un saint, c'est plus fort que ça. C'est un vivant. Un vivant pétri de paradoxes, de contradictions. Il peut être indifférent, lointain, orgueilleux, et ne s'en est jamais caché. Papa savait ce qu'il valait. Et si on le faisait trop chier, d'accord, il pouvait être hautain. Hein. Dans la société intellectuelle, je ne sais pourquoi, j'ai toujours l'impression d'être coupable. Il me semble toujours que je viens d'enfreindre une des règles du clan. Cela m'enlève du naturel, bien sûr, et privé de naturel, je m'ennuie moi-même. De toute façon, avec l'enfance qu'il avait eue, la mère qu'il avait, la pauvreté qu'il a trimballée quand même, les années de guerre qui ont été terrifiantes pour lui. Il allait à l'essentiel, hein, lui. Et dans les soirées mondaines, c'est tout sauf l'essentiel. L'essentiel, c'est mal élevé. Camus se sent souvent plus proche des milieux anarchistes. Il deviendra une égérie libertaire, un modèle de contestation.
Le Parti communiste jouit d'un immense prestige. Le système stalinien étend son emprise à l'Europe de l'Est, à Cuba. Et beaucoup d'intellectuels le soutiennent, Sartre en tête. Camus, lui, est lucide. Il consacre plusieurs textes au danger d'une violence aveugle, au service d'un idéal incertain. Le premier est la pièce Les Justes, qu'il met en scène en 1949. C'est l'histoire de révolutionnaires qui sont écartelés. Doivent-ils lancer une bombe pour tuer un tyran au risque de sacrifier ses enfants qui l'accompagnent? Est-ce que parce qu'on vit une injustice, alors on est légitimé à commettre un meurtre ou l'assassinat? C'est toute cette réflexion-là. Et c'est important. Donc c'est important, la révolution, mais pas n'importe quelle révolution et pas à n'importe quel prix. Je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi, vivant la révolution, devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerais. Cette question posée dans Les Justes résonne aujourd'hui. Elle renvoie aux attentats qui tuent des innocents, comme au Nigeria. Il y a eu, il y a 2-3 ans, une tentative d'attentat de Boko Haram. Il y a une des 3 femmes qui, reconnaissant un enfant qui était le sien, dans le camp, a refusé de faire exploser sa ceinture. On est exactement dans un modèle camusien, exactement. Et tout l'espoir du monde est là. En 1951, Camus poursuit cette réflexion en publiant L'Homme révolté. Dans cet essai, il vise la gauche marxiste qui idéalise la révolution, qui justifie les camps au nom d'un avenir radieux. Il oppose à Sartre les principes d'une gauche réformiste, non communiste. Il y a cette espèce de fantasme romantique autour de la Révolution qui fait que beaucoup d'intellectuels se sont aveuglés, là où Camus, qui pense non pas par grands principes ou de manière abstraite, mais qui pense de manière concrète au corps, ce que ça veut dire, 20 millions de personnes dans les camps, lui n'a jamais eu cette illusion. C'est une des grandes leçons de Camus. Rien n'est plus confortable qu'une pensée radicale, une pensée extrême. Il n'y a pas plus bourgeois que l'extrémiste. Parce qu'il est bien à l'abri derrière le confort, qu'on écrit en 1 ou en 2 mots, de ses propres opinions. Mais dénoncer les dérives révolutionnaires ne veut pas dire renoncer à l'action. Camus dit oui à la révolte quand elle dénonce une injustice, une oppression, sans chercher à détruire. Comme la résistance pacifique de Gandhi en Inde. Ou la marche pour les droits civiques de Martin Luther King aux États-Unis. C'est pas une révolte qui nous sépare de l'autre, mais c'est une révolte qui nous dit j'ai besoin de l'autre, je suis avec l'autre, nous sommes ensemble. Et il faut bien comprendre cette révolte-là. Révolte n'est pas révolution. La révolte, selon Camus, n'est pas un règlement de compte, mais un projet. Un combat incertain, sans fin, pour la justice et les libertés. Ce fut le cas en Chine, en 1989, à Tiananmen. En 2011, en Tunisie, le printemps arabe. En 2019, à Hong Kong. On a vu des manifestants brandir la formule camusienne « Je me révolte, donc nous sommes ». En 1952, la publication de L'Homme révolté a provoqué une polémique mémorable. Sartre, directeur de la revue Les Temps modernes, considère cet essai comme de la morale pour Boy Scout. Il demande à son collaborateur, le philosophe Francis Janson, de porter le fer. L'Homme révolté, écrit Janson, c'est d'abord un grand livre manqué. Camus, ulcéré, répond
mais directement à Sartre. Monsieur le directeur, on ne décide pas de la vérité d'une pensée selon qu'elle est à droite ou à gauche. Si la vérité me paraissait à droite, j'y serais. Je commence à être fatigué de recevoir sans trêve leurs leçons d'efficacité de censeurs qui n'ont jamais placé leur fauteuil que dans le sens de l'histoire. Sartre réplique. Dites-moi, Camus, et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique? Je n'ose vous recommander de lire L'être et le néant. La lecture vous en paraîtrait inutilement ardue. Les deux amis ne se reparleront plus. J'étais vers lui pour lui dire bonjour. Je lui ai dit, mais papa, t'es triste? Il m'a regardé, il m'a dit, je suis seule. Et j'ai rien pu dire. Ouais, il était vachement seul. La brutalité des attaques blesse Camus. Il fuit Paris dès qu'il le peut. Direction la lumière du sud de la France, où il retrouve son ami, son frère, René Char. René Char, 1m90, joueur de rugby. Il casse des nez, se casse un doigt. C'est un résistant de la première heure. Camus le considère comme le plus grand poète contemporain. Il l'a édité chez Gallimard. Il aime cette force de la nature, ancrée dans son village du Luberon, qui ne fait aucun compromis. Char mesure le sentiment d'exclusion de Camus, mais il le rassure face aux critiques parisiennes. Il avait dit, non mais Albert, c'est des suppositoires. Et qu'est-ce que ça fait un suppositoire? Ça fond. Char en a vu d'autres. Il a mené des opérations contre les nazis. Il sait ce que ça fait que de se retrouver avec un homme décapité devant les yeux, que de commander sa mise à mort. Et c'est justement parce qu'il sait ça qu'il a trouvé que L'homme révolté était un texte magnifique. Si Camus est isolé en France, il est reconnu à l'étranger par les plus grandes figures démocratiques. Les dissidents Solzhenitsyn, Pasternak, Miloche, tous les trois prix Nobel de littérature. Et la philosophe Hannah Arendt qui a analysé les origines du totalitarisme. Hannah Arendt, elle écrit une lettre de 4 lignes à Camus en disant « Je veux vous rencontrer, j'aime votre homme révolté ». Elle a demandé à rencontrer Camus et elle dit « Mais parmi tout le lot, Sartre et les autres, il n'y en a qu'un seul qui vaut la peine, c'est Camus. Lui, il a tout compris. » À partir de 1954, une autre tragédie va déchirer l'auteur de L'étranger. Un cycle infernal se met en place entre Français et nationalistes algériens. Des répressions féroces répondent aux attentats aveugles des indépendantistes du FLN. Les deux camps rivalisent d'atrocités. Une partie de la gauche, avec Sartre, milite activement pour la décolonisation. La droite, elle, veut que l'Algérie reste française. Camus, le pied noir, est écartelé. Il dit « J'ai mal à l'Algérie comme j'ai mal aux poumons ». Il est totalement en prise avec ce pays, il voit bien tous les dysfonctionnements, il les a décrits suffisamment, et en même temps, il ne se résout pas à ce que ce pays puisse être abandonné par une partie de sa population, et qu'on dise à 1 million de personnes, vous n'êtes pas chez vous, c'est même pas rentrer chez vous, c'est partez de là, quoi, dégagez de là. Donc ça, évidemment, ça ne peut pas marcher, enfin, ça ne peut pas fonctionner. Camus se bat pour une réconciliation entre les deux communautés. Il prône un système qui donnerait plus de droits aux populations arabes. Mais il ne peut envisager l'idée d'indépendance, pure et simple.
Seulement Camus, lui, ne veut pas l'accepter. Il ne l'accepte pas, effectivement, c'est même pas une question politique, il l'accepte pas, c'est charnel pour lui. Il y a vraiment quelque chose de complètement irrationnel à ce moment-là chez Camus. Pour comprendre la position de Camus sur l'Algérie, c'est que lui a dû se dire, mais expliquer à ma mère qu'en fait un jour, elle va devoir partir parce qu'elle n'est pas chez elle, c'est quelque chose qui, de l'ordre de l'inconcevable. Mais je pense qu'il y a quand même une erreur politique, c'est de considérer que les choses peuvent être encore arrangées alors qu'il est trop tard. Elles auraient pu être arrangées dans les années 30, peut-être au début des années 40, mais en 54, 55, il est trop tard déjà. Horrifié par les milliers de morts, d'innocents sacrifiés de part et d'autre, il publie plusieurs articles dans l'Express. En janvier 1956, il lance à Alger un appel à la trêve civile. Il écrit « Chaque mort sépare un peu plus les deux populations. Demain, elles ne s'affronteront plus de part et d'autre d'un fossé, mais au-dessus d'une fosse commune. Mais en défendant une approche nuancée, il passe pour traître, à droite comme à gauche. » Il a tenu et il continue à tenir la position la plus difficile, qui est la position du juste milieu. L'incapacité camusienne à élire un camp aux dépens d'un autre devrait nous servir de guide pour comprendre ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire, si chaque fois qu'il y a une catastrophe là-bas, les représentants des différentes communautés prenaient la parole pour défendre l'argumentaire de la communauté d'en face, alors, il y a d'excellents arguments des deux côtés. Pour défendre l'argumentaire de la communauté d'en face, pédagogiquement, on ferait des progrès formidables. Camus, isolé, menacé, voit que politiquement, son message ne porte pas. À partir de ce moment, il va se taire. Et c'est dans cette période de souffrance que l'écrivain accède à une gloire inattendue. En octobre 1957, il apprend qu'il vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Sur le coup, il répète en boucle « C'est Malraux qui aurait dû l'avoir ». Cet hommage le flatte bien sûr, mais l'écrase aussi. Alors qu'il se sent jeune encore, riche des livres à venir, ce prix l'enterre vivant. Putain d'angoisse. Est-ce que ça a pu l'angoisser? Quelques jours après l'annonce, il rédige un mot à M. Germain, son instituteur d'Alger. « Votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. » Mais ce qui est beau dans le courrier qu'il écrit à monsieur Germain, c'est l'humilité. C'est-à-dire, ça reste Monsieur Germain, ça reste son enseignant. S'il n'y a pas Monsieur Germain, on n'a pas ce prix Nobel, on n'a pas cette grande figure intellectuelle. À l'époque, il fréquente la comédienne Catherine Sellers. Mais c'est à sa femme, Francine, qu'il propose de l'accompagner en Suède, recevoir son prix. Il dira « Elle a toujours été là dans les moments difficiles, je lui dois cela ». Solzhenitsyn dira plus tard que Camus a prononcé à Stockholm le plus beau discours du Nobel. Un discours qui n'a pas pris une ride. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Dans les jours qui suivent, un scandale éclate. Camus est accusé de n'avoir pas dit un mot sur les Algériens. Il répond « En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela votre justice, je préfère ma mère. » Certains journalistes tronquent cette phrase et lui font dire « Entre la justice et ma mère, je préfère ma mère. » Ce qui, bien sûr, n'a rien à voir. Cette fausse citation le fait passer pour indifférent au sort du peuple algérien, alors que toute sa vie
démontrent l'inverse. Tragédie algérienne, polémique, Camus a du mal à se remettre. Il n'arrive plus à écrire. Le calme, il va le retrouver en Grèce, avec Maria Casares et les Gallimard. Avec l'argent du prix Nobel, il achète une petite maison en Provence, à Lourmarin, à côté de chez René Char, dans ce sud qui lui rappelle les terres algériennes. Il se lève tous les matins à l'aube pour marcher dans la nature. Il reprend un texte qu'il porte en lui depuis des années. Le premier homme. Le premier homme, c'est lui qui a dû se construire seul, sans mémoire familiale, sans père. Fin 1959, Camus passe Noël en famille à Lourmarin. Avant de remonter à Paris, il écrit 3 lettres. La première à Mette Ivers, une étudiante danoise pour laquelle il a eu un coup de foudre. « Je t'attends plein de force et de passion, ma bien-aimée, ma jeune fille, mon amante chérie. » La deuxième, il l'écrit à Catherine Sellers. « À mardi, ma chérie, je t'embrasse déjà et te bénis du fond du cœur. » La troisième lettre, à Maria Casares. « Je n'ai donc plus de raison de me priver de ton rire ou de nos soirées, ni de ma patrie. Je t'embrasse, je te serre contre moi jusqu'à mardi, où je recommencerai. » Après le réveillon, il dépose sa famille dans un train pour Paris. Puis il prend la route avec son ami Michel Gallimard. Il roule vite. Le 4 janvier 1960, à 13h55, sur une ligne droite, la voiture s'écrase contre un arbre. Albert Camus est tué sur le coup. Dans les débris, on retrouvera sa sacoche. À l'intérieur, les feuillets d'un roman inachevé. Le premier homme. Il se termine par ces mots: « Mourir sans révolte ». Ce manuscrit est dédié à sa mère, à toi qui ne pourras jamais lire ce livre. Quand on annonce la mort de son fils à sa maman, elle ne pleure pas. Elle dit juste « c'est trop jeune ». Recevoir et donner, n'est-ce pas après tout le bonheur, la vie innocente dont je parlais au commencement? Mais oui, c'est la vie elle-même, forte, libre, dont nous avons tous besoin. Allons donc nous occuper du prochain spectacle.